If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers. Tout voyageur visitant San Francisco doit faire le tour en bateau de la baie. To San Francisco, you're gonna meet some Tandis que le bateau passe sous le célèbre pont du Golden Gate, il se dirige vers la légendaire prison d'Alcatraz. Pendant 30 ans, de 1933 à 1963, cette petite île rocheuse fut la prison la plus célèbre des États-Unis. Alors que le bateau accoste sur l'île, on peut voir quelques graffitis intéressants sur les murs de la prison. Bien que ceci soit un héritage des troupes américaines de l'OTAN qui se sont installées ici en 1969, les Indiens qui font cette visite sont fascinés. Et les Indiens sont nombreux sur ces côtes, car le sud de la baie abrite une importante et très influente communauté indienne. Every time that flag's unfurled, they come into America. Got a dream to take them there. They come into America. Got a dream they come to share. They come into America. They come into America. On trouve dans la Silicon Valley, en Californie, plus de millionnaires au kilomètre carré que n'importe où ailleurs dans le monde. Ici se racontent des histoires de gens qui ont brillamment réussi. Il y a une histoire qui fascine toujours. C'est celle d'un garçon de 19 ans, arrivé aux États-Unis en transitant par l'aéroport de Los Angeles en 1988. Ce jeune homme, Sabir Bhatia, allait bientôt changer la façon dont le monde communiquait. Sabir était venu aux États-Unis pour poursuivre des études d'ingénieur en électricité à Caltech. Il rejoignit ensuite la prestigieuse université de Stanford, en Californie. Alors qu'il travaillait à son doctorat en 1982, Sabir prit la décision qui allait changer sa vie. Pendant 2 ans, j'ai été étudiant à Stanford et j'ai obtenu ma maîtrise dans cette université. J'ai décidé d'abandonner mon doctorat parce que la plupart de mes travaux étaient financés par des industriels comme Intel, Motorola, pour qui je pouvais aussi bien travailler en recevant un salaire. Je me suis donc dit, aussi bien travailler pour eux et faire de l'argent. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, money, money. L'esprit d'entreprise avait déjà mordu Sabir. Et alors même qu'il travaillait pour Firepower Systems, Sabir s'intéressait aux possibilités offertes par l'Internet. Tout commença par une idée si simple et si évidente qu'il est très surprenant que personne n'y ait pensé avant. Moi et mon partenaire Jack Smith, nous travaillions pour une entreprise appelée Firepower Systems. Et il nous devint très difficile de communiquer ensemble. Notre entreprise, en effet, avait installé un pare-feu autour de l'intranet de l'entreprise. Et depuis qu'il l'avait installé, nous ne pouvions plus accéder à nos adresses e-mail personnelles pour pouvoir communiquer. C'est ainsi que nous vint cette idée de créer un système d'email qui soit accessible par l'intermédiaire du web. Parce que cela représentait finalement la solution à notre problème. Nous pouvions donc accéder à nos comptes email de n'importe où, de n'importe quel navigateur, de n'importe quel ordinateur, et tout cela partout dans le monde. Donc c'est de cette façon que l'idée d'Hotmail nous est venue. C'est donc de cette façon, en analysant leurs propres problèmes de communication, qu'ils tombèrent sur une grande idée. Maintenant, il leur fallait transformer ce rêve en réalité. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. J'avais 27 ans lorsque j'ai créé l'entreprise et que j'ai commencé à rechercher des financements pour celle-ci. Nous avons frappé aux portes, rencontré quelques responsables de fonds de capital risque, et beaucoup parmi eux nous ont claqué la porte au nez, pour diverses raisons. Mais nous avions vraiment foi dans notre projet, et nous avons donc continué à rechercher des financements, en sachant que ne pas mettre une telle idée en application était véritablement un crime.
Et finalement, une des personnes que nous avions rencontrées accepta de mettre un peu d'argent dans l'affaire. Ainsi, en utilisant les 300 000 $ que nous avions rassemblés, nous avons lancé l'entreprise. Le 4 juillet 1996, le service Hotmail était lancé. Telle est la puissance du net que dans la première heure, il enregistrait déjà plus de 100 souscripteurs. Chaque email envoyé par un souscripteur comportait en bas de page la désormais fameuse signature « Possédez votre adresse email gratuite sur hotmail.com ». De plus en plus de gens se mirent à écrire des articles à notre sujet. De plus en plus de gens se mirent à l'utiliser. Les gens en parlaient à leurs amis. Aussi y a-t-il eu un effet de bouche à oreille, un effet de réseau, que les gens appellent aujourd'hui un marketing vital. La partie vitale tient à ce que la croissance a pu être comparée à celle d'un virus, sans la connotation négative bien sûr. C'était un bon produit. Mais la véritable raison de la croissance extraordinaire du nombre des utilisateurs tient aux bouche à oreille. Au milieu de l'année 1998, l'entreprise a enregistré 125 000 nouveaux utilisateurs par jour. En seulement 2 ans, Sabir avait réussi à créer pour Hotmail, et à une vitesse telle qu'on n'en avait jamais vu dans l'histoire, une immense base d'utilisateurs. C'est alors seulement que Bill Gates commence à manifester son intérêt. En une année, nous sûmes près de 5 millions de souscripteurs, et cela attira l'attention de Microsoft. En effet, à ce moment-là, Microsoft possédait un service appelé Microsoft Network, qui n'était parvenu, depuis son ouverture, à n'attirer que 2 millions de clients, et éprouvait déjà des difficultés à fournir des adresses e-mail gratuites à ces 2 millions de clients. Nous étions parvenus à fournir des emails à 5 millions de souscripteurs. Donc, nous attirâmes l'attention de Microsoft. Ils voulaient découvrir comment nous y étions parvenus. Aussi vinrent-ils nous voir, regardèrent notre technologie, nous parlèrent, et l'idée fut émise de passer un accord avec nous pour que nous fournissions des adresses e-mail à Microsoft Network. Puis, ils examinèrent nos projets, et il devint clair pour eux que nous allions devenir des concurrents à l'avenir. Et c'est ainsi que l'idée d'une fusion vint au jour. Lorsque les experts de Microsoft vinrent présenter leur offre, la base des utilisateurs d'Hotmail avait atteint le chiffre incroyable de 6 millions. Microsoft commença par une offre à 2 millions de $. Ils l'augmentèrent jusqu'à 250 millions de $, et ensuite progressivement jusqu'à 300 millions de $. Mais Sabir tint bon, et finalement, Bill Gates appela ce jeune PDG de 27 ans pour le rencontrer. Ce fut une expérience assez impressionnante. Comme ingénieur informaticien, comme entrepreneur, comme PDG d'une petite entreprise, vous avez l'occasion de rencontrer le plus puissant des PDG, de la plus grande entreprise du monde, de l'entreprise qui a la capitalisation en bourse la plus élevée. Une entreprise qui, il faut bien le dire, est une marque en elle-même, connue et célèbre dans le monde entier. Aussi, ce fut une expérience impressionnante. Je fus très nerveux lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, mais avec le temps, nous devînmes plus familiers et je fus plus à l'aise. Bill Gates offrit à Sabir la somme ahurissante de 350 millions de $. Sabir lui dit qu'il n'accepterait rien en dessous d'1 demi-milliard de $. Je crois vraiment que rien ne pouvait arrêter la progression du nombre de nos abonnés. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de souscripteurs qui utilisent Hotmail à travers le monde. Je savais très bien à ce moment-là qu'il allait en être ainsi, avec ou sans Microsoft. Aussi, en un sens, je vendais l'avenir de l'entreprise. Et c'est pourquoi je désirais une offre plus élevée. Et j'étais sûr qu'ils voulaient vraiment acquérir l'entreprise et qu'ils allaient revenir avec une nouvelle offre. Finalement, le premier jour de l'année 1997, Hotmail était cédé à Bill Gates en échange d'environ 3 millions d'actions Microsoft, d'une valeur qui avoisinait alors 440 millions de $. Tout cela en seulement 2 ans de travail. L'histoire de Bhatia est devenue l'archétype des histoires de réussite qui se racontent dans la Silicon Valley. Un des
des investisseurs qui avaient mis de l'argent dans notre entreprise m'avait dit que si je parvenais à vendre l'entreprise pour plus de 200 millions, il me ferait élever une statue en bronze. Vous savez, celle en mi-buste que l'on voit partout dans les jardins. Et comme nous avons vendu l'entreprise plus de 200 millions, il fut d'accord pour tenir sa promesse. Et un jour que je me rendais à Los Angeles, il appela un sculpteur qui prit des photos de moi. Mais quand je revins, ma mère m'appela d'Inde et me laissa des messages me demandant de ne pas aller au bout de ce projet. Car, dans la culture indienne, nous ne célébrons pas les gens et ne les représentons pas tant qu'ils sont vivants. C'est pourquoi je le rappelai et lui demandai d'arrêter de travailler sur ces statues. Je pense aussi que cela aurait été un petit peu trop ostentatoire. Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. La réussite des Indiens dans la Silicon Valley est venue très vite. Dans les années 80, les ingénieurs indiens commençaient à faire partie du paysage. Ils commencèrent à exercer des fonctions de direction et s'essayèrent à la création de sociétés informatiques, travaillant soit dans le domaine des logiciels, soit dans celui des matériels. Dans une étude récente, on estime que plus de 300 entrepreneurs indiens ont une richesse personnelle supérieure à 5 millions de dollars, et que les immigrants d'origine indienne possèdent une richesse collective qui est évaluée à près de 25 milliards de dollars. Un des flamboyants entrepreneurs indiens qui honore la Silicon Valley se nomme Rakesh Mathur. Cet homme de 43 ans, diplômé du prestigieux Institut indien des technologies de Bombay, a travaillé pour Intel dans la vallée au début des années 80. Mais, même lorsqu'il était étudiant, il voulait créer sa propre entreprise et s'installer dans la vallée. L'esprit d'entreprise l'habitait. À Las Vegas, on ne peut pas se tenir éloigné des tables de jeu. Dans la Silicon Valley, il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir éloignés des startups. En plus, la technologie de l'information me donne un grand frisson. Participer, soit directement ou à travers une équipe, à la création de nouvelles technologies, je trouve ça passionnant. Notamment les nouvelles technologies, qui offrent la possibilité de changer la façon dont les gens font les choses importantes, des choses aussi personnelles. La technologie, je crois, est une force qui peut changer la vie. En 1996, Mathur créa une entreprise de vente en ligne de produits technologiques appelée Junglee.com, dont le nom semble avoir été inspiré par une célèbre chanson hindi. Les gens ne savaient pas ce que cela signifiait. Et puis j'y ai aussi intégré le film de Shami Kapoor. À l'époque, c'était une plaisanterie privée que seulement certaines personnes comprenaient. Le côté irrévérencieux de Mathur fut mis en avant lorsqu'il se déguisa en femme pour une publicité pour Junglee. La publicité attira l'attention que son promoteur cherchait, et le portail géant de vente en ligne Amazon manifesta son intérêt pour l'entreprise de Mathur. Nous attirâmes l'attention d'Amazon parce qu'en moins de 2 ans, la société était parvenue à obtenir des résultats véritablement stupéfiants. Nous étions devenus le service de shopping préféré pour la plupart des portails importants. En 1998, Junglee fut acquis par Amazon par échange d'actions pour une valeur estimée à l'époque à 250 millions de dollars. Tout cela une fois de plus en moins de 2 ans de travail. Les États-Unis ont toujours été représentés comme la terre des opportunités. Les Indiens de la Silicon Valley semblent avoir pris cette description plutôt au sérieux. Je pense que c'est véritablement une terre d'opportunités. Il y a un système qui est déjà bien établi, qui est déjà bien en place. Je pense que lorsque les Indiens sont venus ici, seuls les meilleurs sont venus. Le système offre des opportunités, même si ici, quelques personnes ne sont pas tout simplement en mesure de les saisir, mais c'est plus en raison de leur formation. Les meilleurs sont venus ici. Ils avaient tous, pour la plupart du moins, poursuivi des études scientifiques. Ils étaient donc véritablement en mesure de profiter des opportunités qui pouvaient se présenter ici, dans le secteur de l'informatique.
Un des pionniers, parmi les Indiens de la vallée, est un homme qui est aujourd'hui connu comme le père du microprocesseur Pentium, Monsieur Vinod Dham. Je pense que ce qui fait vraiment la différence entre Indiens et non-Indiens dans la Silicon Valley, et pourquoi selon moi il y a plus d'Indiens dans la vallée qui prospèrent dans les domaines de pointe comme entrepreneurs, c'est qu'en grandissant en Inde, avec son milliard d'habitants et ses cultures variées, on a appris des choses tous les jours. On a dû compenser pour les fautes d'autrui et toutes leurs erreurs. Même quand on conduit sur la route, personne ne respecte le code. On doit donc compenser, toujours imaginer ce que l'autre pourrait faire. Et je pense que compenser devient partie intégrante de notre psyché. Donc, quand on vient ici, qu'on devient entrepreneur et qu'on monte une société, aucun problème ne semble trop difficile à résoudre. Parce qu'on sait comment compenser les fautes et les défaillances d'autrui. Le voyage de Vinod Dham commença en 1978, lorsqu'il vint aux États-Unis avec $8 en poche. J'ai débarqué ici avec $8 dans la poche, qui se sont avérés d'ailleurs insuffisants. Parce que je croyais que du fait d'avoir une bourse d'études et un poste d'étudiant chargé de travaux dirigés, j'obtiendrais de l'argent en arrivant ici. Eh bien, j'ai appris que je n'allais recevoir l'argent que dans un mois, après avoir travaillé ici pendant un mois. Comme tout le monde, on doit travailler avant de recevoir sa paie. Donc, j'ai dû emprunter $125 d'un fonds de secours détenu par le bureau des étudiants étrangers de l'école et destiné à de tels cas. Dham termina ses études en 1977. Très vite, il se vit offrir un travail par une entreprise pour laquelle il avait rêvé de travailler alors qu'il était en Inde, la société Intel. Travailler pour Intel était un rêve que j'avais avant même de quitter les rivages de l'Inde. Intel était probablement la meilleure université à laquelle j'aurais pu assister. C'était une rude école. On apprenait les choses durement, en faisant des choses soi-même, et on rivalisait avec les meilleurs autour de soi. C'était une société très axée sur les résultats. En fait, une des valeurs sociales à Intel, c'est d'être axé sur les résultats. Si on réalisait ses objectifs, on montait dans la société. C'est ce qui m'est arrivé. Je réalisais toujours des choses, accomplissais mes objectifs, me faisant remarquer par les supérieurs, et par conséquent j'étais promu, avec le temps, m'appropriant de plus en plus de responsabilités. Vinod Dham travailla pour Intel pendant 16 ans et aida à développer le microprocesseur Pentium qui allait complètement révolutionner les ordinateurs personnels. Aujourd'hui, il est connu comme le père du Pentium. En 1995, Vinod éprouva le besoin de quitter Intel pour faire l'expérience de la vie trépidante des jeunes pousses de la Silicon Valley. Je suis vraiment heureux d'avoir quitté Intel comme je l'ai fait, car quand on regarde en arrière, à cet âge, on commence à décliner en valeur, en termes de capacité à lancer une entreprise. Les entreprises émergentes exigent énormément d'énergie, énormément de dynamisme, une énorme capacité à relever des défis, à prendre des risques. Et avec l'âge, on devient plus serein. On n'est pas prêt à faire des choses que l'on aurait fait plus facilement quand on était plus jeune. Donc je suis vraiment heureux d'avoir quitté Intel quand j'étais encore jeune. J'avais dans les 45 ans, je voulais absolument goûter à l'esprit d'entreprise de la Silicon Valley. Et je vous l'avoue, je n'ai jamais regardé en arrière depuis. Dham, comme beaucoup d'autres Indiens de la Silicon Valley, pense que celle-ci révèle véritablement l'esprit d'entreprise en chacun de nous, et que cela fait partie de la vie dans cette vallée d'opportunités. Je suis sûr que différentes personnes sont poussées par des besoins différents. Mais comme entrepreneur, car c'est ça une start-up, c'est le défi ultime. C'est comme un saut à l'élastique, si vous voulez. C'est vous le responsable. Les défis sont si nombreux et si divers que ça teste vraiment votre ardeur, à l'ultime. Et je pense que pour moi, c'était l'aspect le plus satisfaisant. En restant chez Intel, vous n'avez qu'une mince tranche d'un grand gâteau. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et vous faites une de ces choses. Mais comme entrepreneur, montant une entreprise, vous faites toutes ces choses-là. Certes, ce n'est pas à la même échelle qu'une société comme Intel, mais les défis sont plus ou moins les mêmes. Et ça vous oblige à faire travailler au mieux vos cellules grises. Ça vous montre sous le meilleur jour, comme être humain, comme professionnel, si vous voulez vraiment réussir. L'esprit d'entreprise sans limitation, c'est cela la Silicon Valley. Les années précédentes ont vu de nombreuses jeunes entreprises de la Silicon Valley faire faillite, et plus particulièrement par les .com. Beaucoup de ces jeunes entreprises avaient été créées par des Indiens.
Une bulle spéculative se constitua. Des valeurs étaient surévaluées, et beaucoup d'idées qui trouvèrent à se financer espéraient intégrer cette bulle financière. L'autre versant de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont dû fermer boutique, et que beaucoup de bonnes idées ne verront jamais le jour, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas eu assez de succès pour pouvoir intéresser des investisseurs qui ne sont plus prêts à prendre autant de risques qu'avant, tout simplement parce qu'ils ne savent pas distinguer une bonne idée d'une mauvaise. Et je pense que cela pose un gros problème à de nombreuses entreprises. S'agissant des entreprises qui ferment, c'est normal. Je ne vois rien du tout de négatif à cela. Vous savez, sans risque, on ne fait pas de profit. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned. La bulle a éclaté, la bulle des .com. Et il ne s'agit pas seulement de la bulle indienne. Le .com était un phénomène américain, et même plus un phénomène mondial. Certes, il y avait beaucoup d'acteurs indiens dans le secteur. Mais je pense que c'était juste quelque chose qui est venu et qui est parti, alors que la plupart d'entre nous travaillons ici depuis 25 à 30 ans. Et nous avons réussi ici. Nous avons réussi en participant à maintes reprises, aux programmes importants, aux projets majeurs ou en établissant de grandes sociétés, en créant des start-up, les conduisant jusqu'aux fusions, acquisitions et offres publiques de vente. Et cette base de connaissances est encore là. En fait, je pense que vous continuerez à voir les Indiens prospérer dans la vallée, à mon avis, et ceci, malgré le crash des .com ou comme vous voudrez l'appeler. Have a dream. I have a dream. Ces remarquables entrepreneurs ne sont pas seulement l'essence du meilleur esprit indien, mais aussi de brillants visionnaires qui guident le monde dans ce nouvel âge de l'information. And my destination makes it worth the while pushing through the darkness.